Tréguer, bonsoir et Bonsoir. bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez de nous parler ce soir de votre récit intitulé Trois marins pour un pôle et publié aux éditions Quaille. Alors ce récit trace l'odyssée de trois marins partis en expédition en 1910. Quels étaient les enjeux économiques et géopolitiques à ce moment-là de la découverte du pôle Sud ? Alors 1910, c'est le début du XXe siècle. On est sorti de la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle et les nations industrialisées veulent conquérir la planète d'un pôle à l'autre. Et pour cela, les nations industrialisées disposent de moyens assez conséquents, dont des navires bien sûr, et de quoi faire vivre des expéditions pendant plusieurs mois. Alors les premiers à conquérir le pôle Nord sont deux Nord-Américains qui sont Cook et Perry, qu'ils vont faire en principe en 1908 et 1909. Reste donc le pôle Sud. C'est vers cette direction que vont essayer d'aller, parfois à leurs dépens, Amundsen, Scott et Shirase, c'est-à-dire un Norvégien, un Britannique et un Japonais. Alors justement, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces trois marins ? Alors les trois marins, effectivement, parce que pour aller au pôle Sud, certes, il fallait marcher dans les glaces, il fallait conquérir des glaciers, mais il fallait d'abord naviguer pour atteindre la mer de Ross. Alors, on a parlé des enjeux économiques et des enjeux scientifiques. On avait effectivement conscience à l'époque, en fonction des rapports des prédécesseurs, des précurseurs, que l'Antarctique était sans doute riche en ressources minières en particulier, par exemple du charbon, mais il fallait le confirmer. Et c'est ce que va faire l'un d'entre eux. Bien sûr, il y a aussi l'aspect scientifique, et donc les missions vont être supportées par les sociétés royales à l'époque, qui étaient essentiellement les sociétés chargées de développer la science, notamment les sociétés géographiques. Alors quelles trouvailles scientifiques ces expéditions ont-elles permises ? Alors c'est ce qui est peu connu en général du grand public. D'une part, pendant les trajets maritimes, des prélèvements ont été effectués pour le plancton, l'observation des oiseaux, l'observation des phoques, des baleines, etc. Et l'équipe de Scott va réaliser, on peut dire, la première description de l'écosystème antarctique. Amundsen, lui, n'a pas de scientifique à bord, mais pendant qu'il crapahute vers le pôle Sud, le Fram va retourner en Atlantique Sud et va réaliser des observations en océanographie physique tout à fait remarquables qui ont servi pendant des décennies. Shirase a des moyens limités. Il n'a véritablement pas de moyens propres au niveau scientifique, mais c'est l'astuce des Japonais qui va prévaloir. Il va prélever des cailloux, des rochers, des morceaux de rochers à la fois sur les icebergs et aussi dans les estomacs des manchots, qui va lui permettre effectivement d'avoir une idée de la géologie des zones visitées. Et avez-vous en tête quelques moments particulièrement forts de ces expéditions ? Alors, il y en a plusieurs, mais certainement parmi les plus forts, la rencontre d'une part du Fram et du Terra Nova. Le Fram, le navire d'Amundsen, le Terra Nova, le navire de Scott. Et d'autre part, la rencontre entre le Fram et le Kainan Maru, qui est le navire de Shirase. Alors sur le premier, on imagine deux navires occidentaux en compétition sévère. Ils se regardent un petit peu comme chien et chat. Et on se fait des courtesies, parce qu'entre marins, c'est la solidarité qui domine, bien sûr. Mais n'empêche qu'on se regarde avec une certaine méfiance. Et tout se passe bien, naturellement, dans les visites réciproques de navires. Mais comme note Amundsen, après le passage des Anglais, il y avait un médecin parmi les visiteurs. Ils ont tous attrapé un rhume, ce qui est un comble, n'est-ce pas? Alors l'épisode qui concerne la rencontre entre le Kainan Maru et le Fram est encore plus éclairant dans la mesure où les Norvégiens ont beaucoup d'a priori, je dirais, un sentiment de supériorité par rapport aux Japonais, à ces jeunes, sur un si petit navire. Et ils n'apprécient pas la façon dont les Japonais traitent les phoques en particulier, quoi. Mais ceci étant, quand les Japonais, bien sûr, sont invités à bord, euh, les, les Norvégiens ne cachent pas leur admiration pour être venus si loin sur un si petit bateau. Et je pense que quand ils déclarent au capitaine Namura « Nous n'aurions pu faire autant que vous », c'est le meilleur compliment qu'il ait pu leur faire. Alors vous avez vous-même navigué sur la mer de Ross. Est-ce que c'est cette expédition qui vous a donné envie de vous intéresser à ces explorateurs ? En fait, oui. Puisque je suis allé en mer de Ross en 1990 sur un navire norvégien affrété par une société scientifique américaine, et j'ai découvert la cabane de Scott, qui est conservée intacte, qui est préservée, on peut le dire, religieusement,
par les Néo-Zélandais. Et quand vous ouvrez la porte de cette cabane, vous avez l'impression d'avoir Scott qui vous attend, qui vient vous dire « je pars vers le pôle Sud ». Donc c'est une invitation au voyage. Évidemment, je n'ai pas résisté à en savoir plus, à lire à la fois le récit de son expédition, mais aussi les récits d'expédition des compétiteurs.